Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de lecture que tu as apparemment appréciée la dernière fois. Donc, je réitère l'exercice pour te présenter de nouveau quelques livres que j'ai aimés. Hein, voilà, donc c'est pas la peine de me reprocher en commentaire que je suis Michel Drucker et que j'aime tout le monde. Je vais pas perdre de temps en négatif et à te parler de choses que je n'aime pas. Donc je vais te présenter des choses que j'aime, des auteurs. Je vais faire un focus auteur. Je vais faire un focus auteur auto-édité aussi et cette fois-ci, je vais te parler, un petit peu aussi de littérature jeunesse puisque j'ai eu l'occasion d'avoir, 2 jolis livres qui me sont parvenus. Donc voilà, on va faire un petit tour. Donc si tu es prêt, tu prends ton petit carnet de notes, en fonction de ce que tu aimes ou de ce que tu n'aimes pas, tu prends les références et si tu n'as pas eu le temps de les prendre, tu auras tout en bas en commentaire. N'oublie pas en attendant de t'abonner à la chaîne, et de suivre tous les autres épisodes, que ce soit les recos, littéraires ou que ce soit les analyses. Alors, première petite incursion littéraire, je vais te présenter un auteur que j'aime énormément, qui est un Païsse, puisque c'est un Toulousain comme moi et qui s'appelle Mathieu Albaïzeta. Je te présente ici la version poche de son livre La femme muette, qui est à proprement dit un chef-d'œuvre. Je ne sais pas si tu l'as lu. Il est aux éditions des Lacs. Les éditions des Lacs, c'est vraiment des éditeurs qui ont une ligne éditoriale extrêmement qualitative, qui ont le courage de sortir des œuvres que d'autres ne sortiraient pas. On sort des sentiers battus, c'est toujours très poétique, il y a beaucoup de recherche linguistique, enfin, on est vraiment sur du très très qualitatif, donc vraiment une maison d'édition indépendante que j'aime énormément et je salue Morgane et Bruno au passage. Mais revenons à notre focus, Mathieu. Alors Mathieu, c'est un auteur très talentueux qui est né à Toulouse, comme je l'ai dit, qui travaille encore à Toulouse aujourd'hui et qui est en train, là, à l'heure actuelle, de peaufiner son second roman, que j'ai eu la chance de regarder, mais il ne faut pas le dire. Et là aussi, la chance et l'honneur d'être cité en quatrième de couverture de son édition poche. Alors ça avait été une très grosse claque pour moi. Pour moi, La femme muette, c'est un livre qui commence en 1963 avec Louise, qui est la protagoniste et qui s'achève avec la mort de celle-ci en 2013. Donc c'est une tranche de vie, voire une vie entière. Et j'ai, en le lisant, eu énormément d'émotions. Ce sont des chapitres très courts, très bien écrits. J'ai adoré la manière dont chaque année de vie est précédée de quelque chose qui montre que malgré la souffrance liée à l'amour ou au malamour ou au désamour, puisqu'il s'agit là d'une histoire de désamour et une tragédie conjugale, je dis pas plus, il faut absolument que tu le lises. Donc chaque chapitre montre à quel point, la vie intime et la vie, l'histoire, n'ont finalement rien de commun. C'est-à-dire qu'on fait tous partie d'une vie et au final, ben, les problèmes du monde ne sont rien à côté de nos problèmes à nous et inversement. Par exemple, là, tu vois, en 1966, Robert Wise remporte l'Oscar du meilleur film pour La Mélodie du Bonheur. La femme française devient l'égale juridique de l'homme et Walt Disney, pardon, meurt en décembre. Et en fait, il y a une recherche comme ça sur chaque chapitre où Mathieu inscrit la petite histoire de Louise dans la grande histoire, ou du moins en parallèle de cette grande histoire. Alors si tu as aimé des livres comme Une vie de Maupassant, où on a suivi Jeanne et son cauchemar conjugal, si tu as apprécié Bovary de Flaubert, si tu as aimé Une page d'amour de Zola, ou ces histoires d'amour qui ont tout pour bien commencer, finissent en véritable cauchemar, et où la femme, par son statut social, par son éducation, par sa pudeur, est contrainte à être muette, eh ben, tu vas dévorer La femme muette de Mathieu Albaïzeta, donc que tu retrouves
en format broché aux éditions des Lacs ou en format poche. Hem, voilà, pour 8,50 € en format poche avec moi derrière. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc vraiment, si tu aimes les hommes qui écrivent sur les femmes avec sensibilité, heu, pudeur, tendresse, tu lis Mathieu. Voilà. Donc ça, c'était, mon focus auteur. Maintenant, je voudrais te parler d'un auteur auto-édité que j'aime énormément. Alors, il n'est pas auto-édité parce qu'il n'est pas assez bon pour être édité, ça, c'est vraiment, nullissime de penser ça. Il est auto-édité parce que, il est hors norme et c'est quelqu'un qui a une énorme liberté de penser, qui a une culture littéraire immense, hein, alors qui est, un peu désabusée. On s'inscrit dans la lignée, de Céline, de Musil, de Léon Bloy. Il a un style, une qualité littéraire qui est époustouflante. Enfin, moi, je surkiffe. Et donc, c'est un auteur prolifique aussi, qui vient de sortir là en collaboration avec Le Croque-Mort, qui est un conte que tu te doutes, j'aime beaucoup et que je suis sur Instagram, je te mets les coordonnées. Donc il vient d'écrire Priez pour eux, que je suis en train de lire, Priez pour eux, qui est un objet littéraire non identifié, comme beaucoup de ce que fait, ce grand monsieur de la littérature et ce garçon que j'ai appris à connaître et que j'ai l'honneur de considérer comme mon ami et qui est, Mathieu Kossapé. Encore un gars du sud, vous allez me dire: «Eh beh oui, eh beh c'est comme ça, dans le sud, on a du talent». Poème. Donc premier roman très, bizarre, bizarre au sens, inclassable, mais génialissime, fondamentalement détestable. Où en fait, Vincent Cazo, qui était un homme, bien sous tout rapport, très politiquement correct, très bienséant, subit une agression et son vrai moi va se révéler et alors là, on a un bijou, un trésor de cynisme, de pessimisme, de misanthropie. C'est excellemment bien écrit, c'est bourré de références littéraires et ça, bah, je kiffe. Il a écrit aussi un recueil de nouvelles. Alors moi qui suis une grande amoureuse de la lune, comment ne pas aimer La 28e nuit? Ce sont des nouvelles. Alors nouvelles, c'est un genre très compliqué, hein, dans la mesure où chaque nouvelle contient un monde. Pour être une vraie nouvelle, on doit avoir au final euh, une chute extraordinaire. On doit en très peu de temps captiver le lecteur et créer, ouais, tout un univers, tout un monde, et il y arrive excellemment bien. Alors après, vous avez toujours des illustrations. Je vous mets aussi le compte de Mel Acrylink, qui est tatoueur, mais qui est aussi l'illustrateur officiel des ouvrages de Fabrice. Donc voilà. Et donc la 28e nuit, c'est vraiment, comme il le dit, déambuler entre ces pages et tutoyer le quotidien de personnages qui traversent des expériences après des illusions, différents âges de la vie au cours de cette nuit interminable, du petit enfant jusqu'à la vieille dame. Voilà. Donc coolissime. Ça se lit, on en prend une, on la lit. Soit on se fait embarquer et on lit tout le recueil dans l'heure qui suit, soit on le pose, on lit autre chose, on en lit une autre. C'est l'avantage des nouvelles. Vous voyez, toujours très beau, très, très mat, très soigné. Bon, voilà, c'est un petit bijou littéraire et visuel. Ensuite, ici, tu vas retrouver un des livres qui m'a bouleversée de Fabrice, qui s'appelle Minute de décadence. J'ai, quand j'étais ado, eu un coup de cœur immense. Enfin, c'est même pas un coup de cœur, c'est-à-dire que mon cœur a saigné quand j'ai rencontré Cyril Collard et que j'ai lu et que j'ai vu Les Nuits Fauves. Et ça a développé chez moi une hyper sensibilité à la question du sida, à la question de ces maladies d'amour qu'on transmet ben voilà, malgré soi et qui, voilà, qui nous font mourir d'amour, comme dit.
Charles Aznavour. Et donc dans Minutes de décadence, comme son nom l'indique, on est auprès de Fabien qui, est en train de mourir du sida et qui, dans ses soins palliatifs, dans ses dernières, heures de vie, revient sur, les raisons qui l'ont poussé à une vie dissolue, à cette vie de décadence. Et on n'est pas dans une romance, loin de là, on n'est pas dans une idylle, on est véritablement dans une histoire d'amour puisque, Fabien n'est pas tout seul. Et hem et voilà, enfin bon, je suis bouleversée rien que d'y penser. Donc Minutes de décadence que je te conseille vivement. Alors là, tu le prends, tu ne le lâches pas. Par contre, si tu le lis quand tu es un peu déprimouse, ça va finir de t'achever. Cela dit, c'est magnifiquement écrit comme toujours et comment ne pas, éprouver une empathie, pour, ces personnages qui sont, des émotions pures. Voilà. Il a écrit également, La loi de Murphy, qui est une nouvelle, puisqu'il excelle aussi dans ce genre, hein, comme on l'a vu dans la 28e nuit. Il a écrit La loi de Murphy et il a écrit Misco aussi, qui sont des nouvelles que je qualifierais de kingesque. Voilà, donc on est pas mal dans le genre Stephen King, donc non pas dans l'horreur, mais dans la densité dramatique. Voilà, Misco, ça se passe dans le Grand Nord. La loi de Murphy, comme son nom l'indique, on est dans la loi d'emmerdement maximale. C'est plein d'humour noir. C'est voilà, c'est topissime. Donc tu peux les retrouver. Peut-être qu'un jour il fera un recueil broché de ça, mais en attendant, tu peux les retrouver sur les sites, que ce soit en e-book ou que ce soit en broché, puisque, comme je l'ai dit, il apporte un soin tout particulier à ça. Donc voilà, ça me permet de parler de l'auto-édition et de dire que l'auto-édition, alors dit comme ça, c'est pas très joli. Moi, je préfère dire l'édition indépendante parce qu'on est dans l'indépendance de ton. On n'est pas assujetti aux desiderata d'une maison d'édition qui te ferait changer la fin, qui infléchirait ton projet créatif. Alors oui, il y a des daubes, hein, mais il y a des daubes aussi dans l'édition traditionnelle. Mais quand on a un filon, comme j'ai moi et comme je t'en ferai part régulièrement, je peux te dire qu'on a quelque chose qui, waouh, qui dépoussière grave la littérature et qu'on a vraiment des choses hyper intéressantes. Voilà, voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Bon, on passe de l'édition indépendante à l'édition édition. Donc, je t'en avais parlé la dernière fois. Vampiria, j'ai terminé. Je suis en cours du 3e. Je t'en parle très très vite. Aux éditions de Boré. Aux éditions de Boré, ça a été mon coup de cœur. Anamnèse de Vanessa Chevalier, dont j'avais déjà lu L'enfant de la colère et chez laquelle j'avais apprécié énormément. Alors c'est des gros, voilà, c'est des gros livres, hein, parce que Vanessa prend le temps de bien poser les cadres, les caractères, de bien poser les intrigues. Donc dans ce livre, Anamnèse, Vanessa Chevalier, qui est, prof de lettres, elle enseigne la littérature française et la philosophie, actuellement, mais elle se consacre aussi beaucoup à l'écriture et là, elle est en train d'écrire son 3e roman et j'espère que je pourrai le lire très rapidement. Donc, L'enfant de la colère racontait l'histoire de 2 sœurs propriétaires d'un moulin, qui allaient être en proie à des manipulations mentales par leurs voisins en vue de les déposséder de leurs biens. Voilà. Là, on est encore dans quelque chose d'extrêmement psychologique, hein, puisque Vanessa aime beaucoup travailler sur la psyché, la psychologie. C'est sans doute pour ça que j'aime énormément ce qu'elle écrit. Et bon, comme son nom l'indique, hein, l'anamnèse, c'est l'exercice anamnétique. Si tu es déjà allé chez un psy, c'est vraiment raconter ton histoire. C'est une affaire de mémoire. Donc là, on est sur une mémoire en sang, en cendre. Et donc, c'est l'histoire de Ambre qui a fait un gros blackout sur son enfance. On suppose qu'elle a un traumatisme lié à cette enfance
et maintenant qu'elle est grande, elle a 30 ans à peu près, et elle est en proie à des grosses crises d'angoisse, et elle se triture les méninges pour sortir de son amnésie qui lui pèse énormément. Donc, il semblerait que, dans l'histoire, familiale, il y ait des choses un peu, rudes, et qu'on lui cache un petit peu son histoire, et surtout ce qui est hyper intéressant, c'est que ça se passe dans une espèce de huis clos, hem, donc tout se passe en fait dans une rue qui est une impasse, hein, c'est pas anodin, et dans cette impasse, il y a fort longtemps de cela, une trentaine d'années avant, un tueur en série, qui s'en prenait aux enfants, et l'ombre du loup semble revenir. Donc à travers, son anamnèse, tu vois, là, on a des endroits où, Vanessa va écrire l'intériorité, et d'autres où elle va, écrire, des allers-retours entre le passé et le présent. Alors là aussi, c'est très cinématographique. On a un peu l'impression d'être dans un Lelouch, parce que c'est extrêmement fait de réminiscences, de résurgences, de va-et-vient, d'histoires familiales, de secrets, de non-dits, et surtout, alors voilà, moi, j'ai adoré sa relation avec son mari, qui est assez touchy, bah, voilà, c'est un amour compliqué, un amour interdit, a priori, et du coup, enfin voilà, j'aimerais que tu le lises et que tu me dises ce que tu penses de sa relation avec son mari. Parce que, apparemment, d'après les commentaires que j'ai vus, les critiques que j'ai lues, c'est assez clivant. Il y en a qui y voient de la pédophilie. Moi, j'y vois, une espèce d'amour, hem sacré, hein. C'est quelque chose qui était destiné. D'ailleurs, bah, tu verras, hein, il se passe jamais rien tant qu'elle est petite, hein, donc est-ce qu'on peut parler de pédophilie? Je crois pas. Donc voilà, donc c'est tout en subtilité, tout en aller-retour, présent, passé, en projection, en amnésie, en résilience, en anamnèse, enfin bon, du gros, gros kiff, pour, Vanessa Chevalier, dont je te conseille Anamnèse, mais aussi L'enfant de la colère, si tu le souhaites. Ensuite, alors que dire là aussi? Grâce à Jock Aéropage, un conte que j'aime beaucoup, encore une prof de litté, j'ai eu l'immense émotion de lire Olivia El-Kaïm, Le tailleur de Relisane. Alors, de quoi ça parle? Ça parle d'une quête des origines. Olivia El-Kaïm est journaliste, elle a écrit, aussi plusieurs romans, et là, on est dans, je dirais, une autofiction, puisque l'auteur m'a dit que tout était vrai dans ce qui était là, et moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup reconnu mon, mon histoire familiale, puisqu'il s'agit d'une jeune femme qui est noire d'origine, qui n'a jamais mis les pieds en Algérie, et qui vit le mythe du paradis perdu qu'est l'Algérie française à travers le récit de son père, de ses grands-parents, les traditions familiales. Mais c'est aussi une manière d'approcher la réalité de quelque chose qu'on méconnaît, pour lequel on a encore des préjugés, surtout voilà, actuellement avec tout ce qui est cancel culture, etc. C'est-à-dire l'histoire des Français d'outre-mer, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, qu'on a appelé notamment les pieds noirs. Donc voilà, donc une quête des origines, euh, un peuple déchiré, des Français qui, quand ils arrivent en France, sont considérés comme des étrangers, qui ne sont considérés que comme des envahisseurs dans leur pays natal en Algérie, un mythe du paradis perdu qui s'effondre, un mythe des origines dont on a honte, mais dont on doit être digne. Donc tout cela écrit sans pathos, avec une écriture journalistique très, très dépassionnée, mais en même temps
très intime, à la fois intime et à la fois, très documenté puisqu'on a aussi toutes les archives, hein, qui sont importantes, sur De Gaulle, sur, les événements, qui sont depuis quelques années qualifiés de guerre d'Algérie, sur, cette espèce de diaspora des pieds noirs en métropole et aux 4 coins du monde. Donc, si tu veux retrouver la chronique, elle sera comme toutes les autres d'ailleurs, sur mon compte Instagram Les Pépites de Meredith. Donc voilà, tu peux y aller, les yeux fermés. C'est pas prosélyte, c'est pas tendancieux, c'est pas raciste, c'est pas antiraciste. C'est l'histoire d'une femme et de son histoire personnelle, dans la grande histoire encore. Voilà, je m'aperçois qu'en ce moment, c'est pas mal ce qui oriente mes lectures. Bref, alors après, un classique que j'ai lu avec mon fiston de bientôt 13 ans, Le corps de Stephen King, issu de, tu le vois derrière moi, différentes saisons. Ça m'a donné envie de relire le recueil de nouvelles. Donc le corps, 4 adolescents, une quête un peu folle, une quête initiatique pour essayer de trouver le corps de Ray Brower qui a été écrasé par un train. Et donc c'est passage à la vie adulte, un peu rude, un peu violent. C'est aussi l'occasion pour Stephen King de faire une critique sociale du Maine, des dégâts de la Seconde Guerre mondiale, de ces cutéreux qui n'ont a priori aucun autre avenir que l'usine et le bar en face de l'usine. Donc voilà, des gosses qui poussent avec No Future écrit sur le front, mais des gosses quand même. Euh, alors d'aucuns diront qu'il n'y a pas d'horreur, qu'il n'y a pas de gore, que voilà. Par contre, c'est du vrai fantastique, c'est-à-dire que on est toujours à la limite du frisson, on est toujours à la limite. euh, Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et on a toujours la grande question de King, celle qui l'obsédera toute sa vie, la mise en abîme de l'auteur. Est-ce qu'on peut être un auteur si on n'a pas vécu une enfance comme celle-ci? Voilà, le regard que porte l'écrivain sur sa propre réalité. Est-il un regard fantasmé? Est-il un regard reconstruit? Peut-on être objectif? Quel est le rôle de l'écrivain? Est-ce qu'un écrivain est quelqu'un qui a réussi dans sa vie? Enfin, voilà. Bref, du King que je kiffe aussi. Et très belle adaptation cinématographique, Stand By Me. Donc vous pouvez le lire et occasionnellement relire ou lire Different Seasons, qui est son recueil de nouvelles. Donc, à l'occasion de cette lecture que mon fils a adorée, on est en train de lire dans les lectures en cours. Il est là, pardon. Voilà. La petite fille qui aimait Tom Gordon. Alors, on n'en est pas très très loin parce qu'on a commencé il n'y a pas longtemps, mais ça aussi c'est un vrai bonheur, hein. Donc, je t'en parle à la prochaine revue. Parce qu'on fera toujours un petit classique comme ça. Dans ma lecture actuelle, je lis du Musso, pas du Guillaume, du Valentin, celui qui écrit bien. Donc, une vraie famille. Alors bon, sympa, ça se lit bien, hein, comme d'habitude, c'est un vrai page turner, comme on dit in English. Bon, on tourne les pages, c'est sympa, c'est machiavélique. Euh, Ludovic, on ne sait pas trop qui il arrive un beau matin, il débarque chez les Vasseurs, il se rend très très vite indispensable et un moment, il veut partir et là, c'est le drame. Quand j'ai fini de le lire, je t'en parle lui aussi la fois prochaine. Donc ça aussi. Autre lecture qui m'a marquée, que j'ai terminée hier, Comme une image de Magali Collet. Alors, troisième Magali Collet que je lis, deuxième grosse claque. J'avais un peu moins aimé Les yeux d'Iris, mais j'avais été fascinée par La cave aux poupées que j'avais dévorée en une journée, scotchée par la plume de l'auteur, par la perversité de son personnage, heu, voilà, qui est une petite, jeune fille. On continue avec ses enfants machiavéliques et donc dans Comme une image, on est avec Lali, petite fille, sage, haut potentiel, très haut potentiel intellectuel, qui a tout pour réussir dans la vie, sauf que dans sa tête, ça va pas très, très bien.
et que, il va se passer plein, plein, plein de choses, qui vont faire que, elle va très mal, supporter le divorce de ses parents et elle va très largement le faire payer à eux, mais aussi à plein d'autres gens qui, n'étaient pas forcément partie prenante dans l'affaire. Donc c'est hyper bien écrit, tu tournes les pages, tu te rends pas compte, tu te laisses complètement fasciner comme un petit lapin devant les phares, d'un camion. Tu te le prends full face comme ça et tu te dis: «Mon Dieu, c'est pas vrai, elle va pas faire ça, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai» et si, elle le fait et Magali Collet, je l'adore parce qu'elle est retorse, perverse, complètement, frappée et frappante et voilà et donc je l'aime énormément, donc je te conseille ces 3 livres, donc La cave aux poupées, Flippant Flippant, Les yeux d'Iris, bon, comme c'est mon bémol, mais il est quand même très, très bien, hein, comparé à d'autres, livres, comparé à elle, il est un peu moins bien, mais comparé à d'autres, il est top et alors là, comme une image que j'attendais, que j'attendais, que j'attendais et je n'ai pas été déçue, loin de là. Seule petite déception, je l'ai lu trop vite, encore une fois, donc Magali, s'il te plaît, est-ce que tu peux écrire des livres de 800 pages, qu'on en profite un peu plus longtemps? Voilà. J'ai fait une bêta lecture, dont je te parle la fois prochaine de quelqu'un que j'aime énormément qui s'appelle Nikita Power, qui est marathonienne, qui est, influenceuse en sport, hein, tout ce que je ne suis pas. Voilà, et pour autant, les grands esprits se rencontrent. J'ai lu Sa mère la pute il y a quelques mois et j'ai beaucoup aimé son écriture entre Boris Vian et Zola, hein. Voilà, c'est un peu improbable dit comme ça, mais voilà, où elle parle, heu, avec beaucoup de résilience et de positivité de choses, de cassos et de situations, perso et sociales absolument, ubuesque, zolienne, comment dire? Voilà, donc voilà. Donc là, j'ai lu Bienvenue à l'asile, tu l'as peut-être vu passer sur les réseaux, parce qu'il est en passe de sortir. Donc ma chronique très bientôt, mais vraiment chouette. Là, on est dans de l'émotion pure entre, folie et raison, raison, déraison, voilà, voilà. Donc voilà, chouette bêta lecture aussi. Et enfin, je voudrais terminer sur l'auteur dont je ferai pardon, le focus auto-édité le mois prochain parce que c'est une auteure prolifique, talentueuse, que j'aime beaucoup. Et là, j'aimerais juste faire un petit point sur son dernier tout beau, tout chaud. Voilà, alors tu le vois, il y a un peu de reflet. Donc c'est Fifrelin et Tambourin ou Fifrelins and Tambourines, vu que c'est la version anglaise. Donc l'incroyable voyage d'un jeune garçon déterminé. Encore une auto-éditée. Et là, on est sur un livre qui est écrit par donc Jocelyne Baquet, qui est du talent fait femme. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc c'est pour ça qu'il faut au moins que je te fasse un gros focus sur sa vie, son œuvre le mois prochain. Là, on parle donc, c'est pour les 12 ans et plus. Donc on est au château MacDonald en 1450, voilà. Et on suit les aventures de Philan. C'est une quête initiatique, c'est un roman de cap et d'épée, de magie, enfin voilà, tout ce qu'on aime. Elle l'a sorti in English, comme je te disais aussi. Et alors, c'est illustré par Katou Moonfox, qui est très très talentueuse, qui illustre aussi les livres d'Amélie Diville, dont on parlera, dont tu dois sûrement connaître si ce n'est le nom, du moins la saga qui se passe en Écosse. C'est une romance fantastique écossaise, on en parlera aussi. Et donc là, donc, tu vois, il y a de superbes illustrations, mais ces illustrations ont quelque chose de singulier, c'est qu'elles doivent être complétées par le jeune lecteur à chaque fois, hein, colorées, complétées. Et l'idée est que à la fin, les jeunes lecteurs puissent envoyer à Jocelyne leurs œuvres et ils recevront après un petit fascicule de leurs œuvres illustrées par eux-mêmes qu'ils pourront joindre au livre. Donc
on commence un peu à réfléchir aux cadeaux de Noël. Si vous avez des préados chez vous ou même vous, si vous aimez, les histoires très documentées. Alors c'est quelqu'un qui est orthophoniste aussi de formation, donc elle a vraiment un gros intérêt sur la langue. Tous les mots qu'elle utilise sont vraiment adaptés à l'âge de l'enfant. Quand vraiment le concept ne l'est pas, il y a des notes de bas de page qui sont très riches, donc c'est vraiment à la fois pédagogique, ludique, fantastique. Bon, pour vous dire, mon fils l'a lu, il l'a dévoré en 2 jours, je crois. Il a adoré, donc ça, c'est le volume 1. Fifrelin et Tambourin est en cours de bêta lecture, et d'illustration pour le volume 2. Donc c'est une saga, là aussi. Et donc, si tu veux faire plaisir, aux garçons ou aux filles, c'est non genré, ou c'est pangenré, je sais plus comment on dit dans ces trucs-là, peu importe. Ce qui importe, c'est que c'est du gros plaisir de lecture. Je l'ai lu aussi, j'ai adoré. Chronique à suivre très bientôt. Voilà, bah, écoute, j'ai été encore une fois très bavarde. C'est parce que je lis beaucoup et parce qu'aussi, j'aime, mettre en avant, les auteurs. Donc aujourd'hui, on a vu Mathieu Albaïzeta, on a vu Fabrice Cossapé, on a vu Vanessa Chevalier, on a parlé, de Valentin Musso, on a parlé de Magali Collet, on a parlé de Stephen King, on a parlé de Nikita Power et on a parlé de, Jocelyne Baquet. Donc j'espère que dans tout ça, tu pourras compléter ta wishlist, voire commencer ta petite lettre au Père Noël. Je te remercie de m'avoir écouté très longuement pendant cette demi-heure littéraire et je te dis à très bientôt. Tu peux aller sur ma chaîne voir, toutes mes chroniques, notamment la dernière, qui est sur 200 froid de Truman Capote, celle de Harper Lee aussi sur Ne tirez pas sur le Zoomoker, 1984, etc. Tu peux aussi aller sur les pépites de Meredith, voir toutes mes chroniques en détail. Et puis, n'hésite pas, fais des commentaires, dis-moi si tu as aimé, des livres que tu as lus, que je t'ai conseillés, conseille-moi des livres à lire. Merci de ton écoute et je te dis à très bientôt.